Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte et une initiative, qu'elle soit locale, départementale, régionale, voire même nationale. Aujourd'hui avec Adrien Fontenot. Salut Adrien. Bonjour Patrice. Tout va bien? Tout va bien et vous? Ravi d'être avec... On peut se tutoyer, non? Ah, moi, comme tu veux, hein, on peut se tutoyer. Allez, on se connaît depuis 2 heures. Allez, voilà, faisons ça. Depuis 10 ans. Allez, c'est parti pour le sommaire de ce nouveau mag. Sans plus tarder, face à l'urgence, le gouvernement dégaine son plan anti-déserts médicaux. La situation est de plus en plus préoccupante. Ce n'est pas un secret. Une démographie médicale très inégale selon les territoires. Vous le verrez dans un instant. Médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens, la santé cherche désespérément ses étudiants. Comment rebooster l'attractivité de toutes ces filières? Comment inverser la tendance? On en parle avec les acteurs de terrain. Et puis devenir médecin n'est pas réservé qu'à une minorité, bien au contraire, ouvrir le champ des possibles. Eh bien, c'est la mission que se fixent les cordées de la réussite. Gros plan sur ce dispositif avec l'ami Adrien. Juste après, l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Blandine Fauvarc. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes porte-parole de l'Association nationale des étudiants de médecine de France. Vous allez voir qu'on a tout le monde aujourd'hui dans cette émission, c'est incroyable. On a Suzanne Nijdam. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes porte-parole, vous, de l'Association nationale des étudiants de sages-femmes. Et puis on est en Skype avec Nicolas Savic. Bonjour Nicolas. Vous êtes porte-parole de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Des inégalités, bonjour, territoriales persistantes et qui s'aggravent. C'est le triste constat, la triste conclusion du dernier rapport concernant les déserts médicaux. C'est très clair, quand on parle de déserts médicaux, Suzanne, on parle de quoi? On parle de zones où des personnes peuvent avoir des grandes difficultés à se soigner. C'est des zones qui peuvent être très étendues et c'est quelque chose qui touche toutes les sphères de la santé. Ça va passer... C'est pas que le médecin généraliste au final. Non, totalement. On se retrouve avec, notamment si je dois parler de ma filière, des maternités qui ferment sur différents territoires parce qu'elles ne sont pas assez revalorisées et elles n'attirent plus assez ni de médecins ni de sages-femmes. Avec des gens qui doivent faire combien? 50, 60, 70 km parfois pour aller à la maternité? Voire plus. Voire plus? Oui, on se retrouve avec des zones très très loin où on ne peut même plus, d'un point de vue démographique, fermer certaines maternités parce que ce n'est plus possible à entendre pour les gens et pour autant il reste des gros déserts médicaux avec des équipes qui tournent parfois à 13 personnes sur 27 prévues, donc tout le monde fait du 200%. Quoi. Blandine, c'est vrai qu'on parle de cette situation, elle n'est pas nouvelle, mais on a quand même ce sentiment, et le dernier rapport en atteste, que la situation empire semaine après semaine, mois après mois, malgré effectivement ce qui est dicté par le gouvernement. En effet, on a une population qui est grandissante, qui est vieillissante, avec du coup des besoins aussi en santé qui sont plus présents qu'avant. On a aussi toutes ces innovations, bien sûr, sur le plan de la santé qui font que forcément il y a un panel de soins offerts qui est supérieur à ce qu'on pouvait trouver avant, donc une demande qui est augmentée aussi. Et en fait, les étudiants en santé, du coup, moi, en médecine par exemple, il nous faut 10 ans pour être formés. Du coup, entre le moment où on se rend compte qu'il manque de médecins et le moment où on commence à augmenter le nombre d'étudiants qu'on forme, il y a un décalage qui fait qu'on se retrouve dans cette zone de temps où on n'a juste plus assez de médecins par rapport aux besoins de la population et d'autres professionnels de santé. Ça touche vraiment, comme l'a dit Suzanne, tous les milieux. Comme l'a dit Suzanne, effectivement, et comme va très certainement nous le répéter sans surprise Nicolas Savic, vous êtes le porte-parole de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Concernant la pharmacie, c'est la même chose? Tout à fait, et d'ailleurs ça tombe tout à fait juste, puisqu'aujourd'hui on a sorti notre numéro des places vacantes. On est à 471 places vacantes en entrée d'études de pharmacie. L'année dernière c'était un petit peu plus de 1000 places vacantes, donc quand on fait le calcul, c'est 1500 pharmaciens qu'on n'aura pas dans 5 ans. Et moi, je veux que rejoindre ce qu'ont dit mes collègues précédemment, la précarité en fait que touche directement les déserts médicaux, c'est réel. Le Sénat a sorti des chiffres, la stratégie nationale de santé, qui d'ailleurs est en consultation, en parle aussi. Si on n'agit pas rapidement, malheureusement, la population va souffrir d'autant plus qu'elle souffre actuellement. Et il faut effectivement prendre des mesures tout à fait rapides et surtout concrètes. Et le gouvernement a dicté effectivement au cœur de l'été, c'était mi-juillet, quelques mesures avec 4 axes forts. Est-ce que vous êtes convaincu par ces mesures? D'après vous, est-ce que ces mesures sont à la hauteur? Nicolas? Écoutez, nous on est dans l'attente de voir l'application sur toutes ces mesures. Moi je pense avant tout, notamment pour les études de pharmacie, qu'il faut aller dans le sens, de la rapidité, mais surtout de l'action. En fait, c'est très souvent qu'on nous promet effectivement beaucoup de choses,
Néanmoins, les chiffres sont là, les chiffres sont réels, ça n'avance pas ou ça avance peu. Là, par exemple, on parle de la réforme du 3e cycle de pharmacie. Je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Blandine. Nous, c'est 6 à 11 ans, effectivement, de formation, d'études. Je pense sincèrement qu'il faut des mesures concrètes, rapides. J'en ai pris connaissance. Maintenant, on attend de voir effectivement l'avancée des choses. Oui, effectivement, je voulais préciser, notamment 2 axes forts. J'ai dit 4, mais il y en a 2 très forts. Blandine, le soutien à l'embauche d'assistants médicaux, ça j'imagine que c'est très important. Et puis effectivement, l'option des cabinets médicaux mobiles pour ces zones dont on a dit qu'elles sont aussi très isolées. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui sont à même peut-être d'inverser un petit peu la tendance ou de freiner ces déserts médicaux, ce phénomène qui, on a l'impression, prend de l'ampleur semaine après semaine? Ça peut, en effet, notamment pour les assistants médicaux, faire gagner du temps, libérer du temps médical donc pour les praticiens, ce qui est très bien. Ça se fait beaucoup dans d'autres pays. Je crois qu'en Allemagne, il y a beaucoup la plupart des médecins ont des assistants pour gérer tout un tas de tâches. Après, notre position est toujours qu'en fait... il faut des médecins. Déjà, il faut des médecins. Et puis, si on veut qu'un tel dispositif fonctionne, il faut aussi former en fait, les étudiants à fonctionner avec des assistants médicaux. Il faut qu'on puisse découvrir des territoires pendant nos études. Donc, même si on ouvre un peu de nouvelles possibilités d'installation dans des zones qui sont sous-dotées en termes de médecins, les étudiants vont... c'est dur pour nous d'avoir envie de s'installer dans un territoire qu'on ne connaît pas du tout. Donc, nous, notre position, c'est vraiment qu'il faut aussi que les contreparties pour les médecins soient attrayantes aussi. Suzanne, si on prend des décisions fortes aujourd'hui et qu'elles sont payantes, il faudra compter combien de temps pour que la situation se stabilise, si je puis dire? Comme on disait tout à l'heure, il y a toujours ce laps de temps de différence avec les études. Et comme disait Nicolas, par rapport aux places vacantes, on est face au même problème dans la filière sage-femme, où on était par exemple l'an dernier avec 20% de places vacantes nationales sur le territoire. Et là, on tourne autour d'une dizaine de pourcents pour l'instant. Donc c'est des chiffres qui sont super inquiétants. Et on est déjà énormément en manque de sages-femmes à l'heure actuelle. Pardon de vous couper, mais... Quand les bancs étaient pleins, est-ce qu'il y avait déjà assez de sages-femmes ou pas? Non, c'est bien ça le problème. C'est que quand les bancs étaient pleins, c'était déjà pas suffisant. Ouais. Et là, on se retrouve avec des bancs qui ne sont pas pleins. Et peut-être qu'il faut réfléchir aussi à des mesures d'urgence pour redonner de l'attractivité à la profession et redonner du sens aussi à cette profession. Je pense pas que... Et ça doit venir de vous? Vous devez faire la promo au final de vos propres métiers, comme vous le faites aujourd'hui, ou ça doit venir du gouvernement? Entre autres, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec des mesures d'orientation fortes. On est présent sur plein de salons d'orientation. On travaille avec les étudiantes partout au national. Vous allez les chercher par la main. Mais ça ne suffit pas quand on se retrouve à travailler avec des gardes de 12 heures de nuit, de jour qui ne sont pas du tout valorisés et avec des salaires qui ne correspondent pas du tout aux années d'études et à la profession médicale qu'on a. Le changement de mentalité. On ne peut pas avoir envie de faire ce métier avec un tel salaire. La passion ne suffit pas. Adrien. Vous avez parlé des places vacantes dans le poste de sage-femme. Nicolas se projetait dans 5 ans pour les pharmaciens. Vous avez parlé de souffrance pour les Français. Comment vont se traduire ces souffrances, Nicolas? Écoutez, aujourd'hui, on parle de quand même plusieurs millions de Français qui n'ont pas accès aux soins. C'est d'ailleurs le chiffre du Sénat, c'est ce qui est marqué par l'HCSP dans la stratégie nationale de santé. Vous savez, moi, je pense qu'on a de la chance de vivre en France dans un système de soins qui nous est pour tous accessible. Néanmoins, si ce système de soins ne peut pas être mis en action par des professionnels de santé, on peut très bien s'imaginer, comme la stratégie nationale de santé qui vise 10 ans, une population qui, dans 10 ans, ne pourra peut-être pas soigner, aura peut-être des frais beaucoup plus chers liés aux soins. En ce moment, on est en plein PLFSS, alors je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans 10 ans. Néanmoins, je pense très sincèrement, et c'est ce que j'essayais de transmettre quand je disais qu'il faut des actions rapides et concrètes, le temps passe vite. Et le problème, c'est que la précarité liée à l'accès aux soins peut s'installer, s'ancrer, s'enraciner dans le temps. Et je pense que la population française risque effectivement beaucoup liée à cette vacation liée aux études de santé. On peut parler des sages-femmes, des médecins, des kinésithérapeutes, des pharmaciens. Là, je pense que ça touche vraiment l'urgence touche tous les professionnels de santé. Et c'est un risque pour la population. Blandine, je ne parle peut-être pas des pharmaciens, mais concernant les sages-femmes et les médecins, est-ce qu'on va parfois au travail aujourd'hui avec la boule au ventre? Est-ce qu'on a peur de faire une erreur qui pourrait... causer une séquence irrémédiable, si je puis dire? Ça, c'est une pression qui est quand même
On vous met dans une situation quand même assez compliquée. Ça reste intrinsèquement lié au métier qu'on exerce, qu'exercent les médecins, les sages-femmes. On sait que c'est des métiers avec des responsabilités qui sont très lourdes. Après, ce qui est dur pour les soignants aujourd'hui, c'est que ces responsabilités ne sont pas réellement reconnues. En tout cas, pour ce qui est des étudiants, clairement, les étudiants ont quand même un rôle très important à l'hôpital, exercent quand même des fonctions qui sont importantes et ne sont pas du tout reconnues. Encore une fois, on l'a vu pendant le Covid, il y a 3 ans, et ça risque de revenir. Et le salaire ne suit pas aujourd'hui, donc c'est vrai que pour les étudiants, en fait, c'est un peu une pression qui est ressentie comme étant injuste, en fait, qu'on leur donne autant de responsabilités. Ils hésitent à abandonner pendant leurs études, les étudiants? Oui. Ouais. Oui. Vous aussi? On a les problématiques de précarité, on a les problématiques également de maltraitance en stage et de maltraitance même par les équipes pédagogiques. On se retrouve avec des chiffres qui sont assez inquiétants. Pour le coup, en 2023, on a 61% des étudiants et étudiantes sages-femmes qui ressentent de la maltraitance de la part de leur terrain de stage. Face à ça, en même temps, quand il n'y a aucune revalorisation du travail qui est fait avec des étudiants et étudiantes qui concrètement travaillent sur le terrain pour des salaires qui ne sont pas du tout à la hauteur. Blandine en parlait. Normalement, le salaire pour un stagiaire dans l'enseignement supérieur, c'est 3,90 € de l'heure. Là, on n'est même pas à 2 € de l'heure pour nous. Alors que, et là, je parle vraiment que du deuxième cycle, donc des 4e, 5e années, etc. En premier cycle, on n'a rien du tout. Et pour autant, on est déjà sur le terrain, déjà en train d'aider au niveau de l'hôpital. Et les étudiants et étudiantes sont nécessaires. C'est un petit peu différent, Nicolas, concernant les études de pharmacie ou pas du tout? Écoutez, c'est vrai que nous, on a beaucoup de métiers différents. Mes collègues présentes sur le plateau sont très régulièrement beaucoup plus à l'hôpital. C'est vrai que nous, du coup, on a une filière hospitalière. Normalement, on a aussi beaucoup de filières libérales directement en ville. Écoutez, c'est vrai que, en fait, je pense que depuis la Covid, les étudiants souffrent. Je pense qu'il y a un très, très gros problème de santé mentale. On l'a d'ailleurs mis régulièrement en évidence ces dernières années. Je pense sincèrement que oui, effectivement, certains étudiants peuvent avoir peur d'aller en lieu de stage ou en lieu de tout simplement de pratique professionnelle parce qu'en fait, la réalité du terrain, c'est qu'on a énormément de patients à gérer. Et Blandine le citait très justement précédemment, c'est des responsabilités. On soigne quand même des personnes, des êtres humains et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on est néanmoins extrêmement accompagné par nos pairs. La réalité est que ça va très vite, il faut prendre soin des patients, il faut les écouter et malheureusement aujourd'hui on n'a plus le temps de pouvoir correctement pratiquer nos professions alors qu'à la base c'est une profession de passion, c'est une vocation et oui effectivement ça touche effectivement la filière de pharmacie. Métier ô combien noble et ô combien nécessaire. La situation est dramatique sur une bonne partie du territoire, à commencer par le département de l'Ain où 15% de la population de ce département n'a tout simplement pas de médecin traitant. Le département qui s'emploie, qui tente de trouver des solutions et qui a notamment dégainé un plan avec notamment l'ouverture d'une première année santé du côté de Bourg-en-Bresse. Je propose d'écouter la vice-présidente du département. Les étudiants travaillent exactement dans les mêmes conditions que les élèves de Lyon, ce sont les mêmes professeurs, ce sont les mêmes cours. Et donc, cette année, en 2023, la rentrée 2023, nous avons pu ainsi ouvrir 25 places de plus. Ce sont donc maintenant 75 étudiants qui font leur première année de passe à Bourg-en-Bresse. Ça permet donc à des jeunes qui peut-être se seraient dit « je ne vais pas aller faire médecine parce qu'aller à Lyon, c'est loin, c'est cher », bien finalement de se retrouver dans une structure où la qualité d'enseignement va être identique avec les mêmes chances de réussite et on espère poursuivre leurs études en médecine. Voilà. Alors l'objectif après du département est bien sûr d'aller un peu plus loin, éventuellement, pourquoi pas, la 2e et la 3e année, qui permettrait d'attirer encore plus les jeunes sur notre territoire et peut-être après d'avoir des médecins généralistes qui s'installeront chez nous. Suzanne Nijdam, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Association nationale des étudiants sages-femmes. C'est ce type d'initiative justement qui peut petit à petit faire changer les choses ? C'est une possibilité, mais finalement, ça ne va pas forcément tout faire partout et ça dépend aussi des filières. Si on parle de Bourg-en-Bresse et de l'Ain, on a des étudiants et étudiantes sages-femmes qui sont à Bourg-en-Bresse, mais qui rencontrent derrière des grosses difficultés. Pour s'installer même pas que pour s'installer, juste au sein des études, de devoir aller en stage et de trouver des terrains de stage qui, du coup, se retrouvent extrêmement loin parce qu'on essaie de dispatcher les étudiants et étudiantes partout. Donc, ça aide, mais ce n'est pas forcément une solution finale. Après, il y a aussi... Qu'est-ce qu'il faudra en plus, du coup ?
travailler peut-être aussi sur des mesures incitatives au niveau des déserts médicaux pour donner envie aux étudiants et étudiantes rien que d'aller en stage et de s'installer là-bas derrière. On a actuellement un travail sur une proposition de loi qui intégrerait les étudiants et étudiantes sages-femmes au dispositif des CESP, des contrats d'engagement de service public, que actuellement, par exemple, les étudiants en médecine ont accès, et c'est quelque chose qui est une mesure pour nous positive parce que c'est une mesure plutôt incitative et qui n'oblige pas les personnes à aller travailler parce que ça les dégoûterait totalement de la profession, mais qui les incite pendant leurs études à aller s'installer quelque part. Blandine ? Alors nous, par rapport à ça, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'en effet, il faut ouvrir la possibilité aux étudiants de tous les territoires d'avoir accès à la première année d'études de santé. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on le sait bien, les études, la première année d'études de santé notamment, est difficile d'accès. Il faut se déplacer dans une grande ville. Mais pour nous, l'ouverture de nouvelles places dans ces filières ne doit pas se faire au détriment de la formation. Les étudiants aujourd'hui, en effet, comme le dit Suzanne, s'ils ont accès à une première année d'études de santé à Bourg-en-Brest, mais derrière n'ont pas accès à un hébergement proche d'un hôpital, à des financements pour leur déplacement, transport, etc. Bien sûr, si tu fais 4 heures de transport par jour, c'est compliqué, quoi. C'est pas du tout tenable. Donc pour nous, ce qui est important, c'est aussi d'ouvrir de nouveaux territoires, de nouveaux terrains de stage pour les étudiants qui puissent être plus proches de chez eux, et aussi vraiment favoriser l'accompagnement financier, notamment de ce que peut représenter le fait de devoir aller en stage aussi loin de chez soi. C'est l'heure de la loupe, c'est avec Adrien Fontenot. Alors Adrien, c'est pas un secret, depuis tout petit, parfois médecin, effectivement, ça peut paraître... c'est le Graal, ça peut paraître un petit peu inatteignable. Pour certains, pourtant, il existe des dispositifs qui ouvrent la voie, justement. Oui, pas qu'en médecine, d'ailleurs, même si c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Le dispositif dont je voulais vous parler, c'est les cordées de la réussite. Les cordées, c'est un accompagnement proposé aux élèves dans leur parcours d'orientation. Ça débute en 4e et ça va jusqu'au baccalauréat et parfois même au-delà. Le but, c'est de permettre une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations de l'enseignement supérieur. Et à la rentrée scolaire 2022, c'est plus de 200 000 élèves qui ont bénéficié de ce programme. Alors comment ça marche? Le système repose sur des établissements d'enseignement supérieur. On les appelle les têtes de cordée. Et en dessous, les établissements dits encordés, ce sont des collèges et lycées généraux, technologiques ou professionnels, des établissements de zones d'éducation prioritaire ou de zones rurales éloignées des métropoles. Écoutez d'ailleurs Inès, 20 ans, elle est en 3e année de médecine justement, et elle a profité de ces cordées de la réussite. J'ai bénéficié du dispositif Cordées de la réussite en terminale à travers une prépa PACES qui était organisée dans mon lycée. Le dispositif consistait en des cours qu'on avait le mardi soir donnés par des étudiants de la faculté de médecine de Créteil et le mercredi après-midi par des professeurs de mon lycée. On avait l'impression que, dans un sens, ils plaçaient un peu d'espoir en nous et qu'ils se disaient que oui, nous aussi, on pouvait réussir et que du coup, ça nous poussait à vouloir tenter des choses folles, des rêves qu'on n'aurait peut-être pas pensé tenter si on n'avait pas eu ce soutien-là, quoi. Voilà, la prépa PACES d'Inès, on le précise, c'est pour accéder à la première année commune aux études de santé, d'ailleurs renommée licence accès santé depuis 2020, un dispositif, quoi qu'il en soit, qui ouvre des portes et permet un contact direct pour ces écoliers en quête d'enseignement supérieur. Et quand on veut partir en médecine, les stéréotypes ont parfois la peau dure. Ce dispositif m'a principalement servi à élargir mes horizons et à découvrir chacune des filières concernées par la PACES. Parce qu'on a souvent des préjugés sur dentaire, pharmacie, sage-femme en pensant que PACES c'est médecine, mais ce n'était pas le cas et on a eu des témoignages de plusieurs étudiants pour nous prouver, nous témoigner, quoi. Appréhender les différentes matières qui composent une PACES mais aussi qui composent les études de médecine en général, ça m'a permis de me rendre compte que c'était exactement ce qui me correspondait et ce que j'avais envie de faire. Blandine Fauvard, on l'a vu à travers ce témoignage, beaucoup se ferment des portes alors que la médecine, ça recouvre plein de domaines finalement. Tout à fait. C'est pour ça que nous, donc dans notre association, on milite pour un accès équitable à cette justement première année commune d'études de santé. On est tout à fait pour le système d'enseignement par les pairs et c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, qui nous est très cher. Le système des tutorats pour lutter contre le système des prépas privés à l'inverse, qui sont donc c'est un système de prépas qui sont payantes, qui sont très très chères et qui permettent de... C'est quoi très très cher? Qui coûte en gros, qu'on sache. 8 000 € l'année.
D'accord, oui, donc c'est conséquent. Oui. Et donc, ils préparent en fait à la première année, c'est en parallèle de la première année d'études de santé que ces prépas proposent des cours en plus, etc. Donc, en fait, c'est pour pallier certains manques qui peuvent être visibles au sein des facultés. Et donc, le système des tutorats, cet enseignement par les pairs, qui est soutenu d'ailleurs par les facultés, lui est au contraire gratuit ou monte rarement au-delà de 50 € pour toute l'année, propose les mêmes services. Et nous, c'est ce système-là qu'on défend. Donc, c'est vraiment la possibilité pour tous d'avoir accès à ces études. Alors, vous êtes favorable à ce système, Suzanne Nijdam, j'imagine que vous aussi. Finalement, les étudiants tiennent le système hospitalier. On leur demande aussi de former les futurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de secteurs où on en demande autant. On se retrouve avec pas le choix aussi, parce que justement, pour lutter face à ces organismes de préparation privés, actuellement, on n'a que le tutorat qui est l'alternative justement à ces organismes privés qui jouent sur la précarité des étudiants et étudiantes, qui jouent sur cette première année qui est déjà très difficile pour justement s'enrichir. Donc justement, c'est là aussi où quand on s'engage derrière dans la suite des études de santé qui sont certes difficiles, on a envie de rendre ça et d'accompagner des premières années de manière gratuite ou à prix coûtant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille ensemble avec les différentes filières qui sont représentées dans la PAS et la LAS. Nicolas Savic, cette bataille entre guillemets, bien sûr, concernant le tutorat, le mentorat, ça concerne aussi la filière pharma? Oui, tout à fait. Nous, on travaille énormément en interprofessionnalité, donc avec toutes les autres filières de santé. Vous savez, moi je rebondis sur le témoignage, les filières de santé, ça touche médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, ergothérapie. On est vraiment tous alliés, tous unis, tous ensemble. La précarité aujourd'hui, c'est quelque chose de très réel. On a des chiffres, chaque année d'ailleurs, on les ressort. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant en pharmacie doit débourser plus de 2500 € pour pouvoir débuter sa filière et sa future carrière, disons. S'il doit en plus débourser au préalable 8 000 €, là on parle d'une précarité qui est quand même sans précédent et qui touche en fait que plus de 2000 étudiants par ville parfois. Je vous laisse imaginer les conséquences très graves que ça peut avoir sur la santé mentale, etc. Donc oui, c'est effectivement pour notre association, c'est tout à fait un combat et nous on soutient tout à fait les tutorats d'entrée en études de santé, aussi appelés tutorats de première année, qui sont d'ailleurs reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc oui, j'entendais la remarque, les étudiants en santé doivent aussi former les futurs étudiants en santé. Vous savez, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est des métiers de vocation, alors on prend soin de nous et on prend soin des autres dès le plus jeune âge, quoi. Effectivement. Les cordonniers sont aussi les plus mal chaussés, donc il faut vraiment que vous preniez soin de vous. C'est un conseil que je vous donne, que je me permets de vous donner effectivement à tous les trois. Blandine, j'aimerais vous parler de Liliane. En préparant cette émission, j'ai découvert effectivement Liliane. Liliane, c'est une veuve de 78 ans. Elle vit seule dans un village proche de Bergerac. Elle souffre de plusieurs pathologies. Médecin traitant, forcément parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Elle a besoin d'un kiné. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas, sans surprise là aussi. Et un matin, elle s'est retrouvée totalement coincée. Au final, on a appelé les pompiers et elle a terminé aux urgences pour un stage d'1 semaine. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Est-ce que les urgences vont tenir à ce rythme-là ? Non. Non, les urgences tiennent déjà à peine, et encore. La situation partout à l'hôpital, mais en effet expressément aux urgences, parce que c'est vers ce service-là que se retournent tous ces gens qui sont laissés sans médecin. On a quand même l'impression de marcher sur la tête, parce qu'au final, ça revient plus cher. Si on se met du point de vue du gouvernement, et qui regarde les chiffres et tout, ça revient plus cher. Tout à fait. Il y en a des milliers, j'imagine, des Lilianes qui ont des problèmes, qui se retrouvent bloqués un matin et qui doivent s'employer pour atteindre leur téléphone et pour appeler les pompiers au final, parce qu'il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de médecin, il n'y a tout simplement personne. Tout à fait, c'est quelque chose qui touche d'ailleurs les différents modes d'exercice aussi. C'est pas un désert médical qui est que à l'hôpital. On retrouve également des déserts médicaux dans tous les corps de la profession de sage-femme, que ça soit le libéral ou même des sages-femmes territoriales. Et le fait de réattirer vers l'hôpital, c'est réattirer vers les services d'urgence, où là justement on a de la mise en danger directe et rapide de la vie des personnes. Mais derrière, si on n'a pas le libéral qui suit et qui accompagne et cette coordination entre la ville et l'hôpital, on n'avance pas et on ne peut pas avoir un système de santé qui fonctionne. Est-ce qu'il y a plus de sages-femmes hommes ? Il n'y en a pas plus, on est actuellement à 2-3% de la profession et des étudiants et étudiantes qui sont des hommes en sage-femme. Bon, ça progresse pas. Messieurs, c'est un très très beau métier, parce que j'avais vu un reportage un jour sur effectivement une sage-femme homme, du coup, et j'avais trouvé ça quand même assez intéressant. Et je me demandais si c'était un métier qui attirait de plus en plus les hommes, mais visiblement...
ça reste stable, hein, Adrien. Film aussi avec Karine Viard qui est sortie Exactement. récemment là, sur le poste. Nicolas, pour convaincre un étudiant qui hésiterait justement à venir dans votre filière, vous lui diriez quoi? Vous lui diriez quoi? Écoutez, sans parti pris, je dirais que c'est un métier d'avenir. Tout simplement, là, demain, on parle du système de soins par le territoire. Alors, pour expliquer très rapidement, on le voit, vous l'avez cité précédemment, les urgences vont mal, l'hôpital va mal en règle générale. Tous les systèmes d'ailleurs de soins assez généraux n'ont malheureusement plus assez de fonds pour tourner correctement. Et le gouvernement, on parle du projet de loi Valtou, etc., prévoit justement de recentrer au territoire, en fait, tout simplement le système de soins. Moi, je vais aller droit au but. La pharmacie touche à tout dans la santé. Elle part du début du médicament. Un pharmacien, c'est un expert du médicament. Donc, le médicament, c'est ce qui soigne effectivement le patient, en partie, puisqu'il y a d'autres moyens de soigner. Néanmoins, on est présent du début de la recherche jusqu'à la fin et on est présent aussi près du patient. Le pharmacien d'officine, c'est la personne qu'on va voir quand on a effectivement besoin d'aide, de conseils, et quand on a tout simplement besoin de parler aussi, puisque le pharmacien d'officine, c'est aussi ça. On travaille effectivement aussi à l'hôpital, et on le voit d'ailleurs très récemment, beaucoup de missions sortent pratiquement tous les mois, tous les 2 mois, depuis maintenant plusieurs années. La pharmacie, c'est un métier d'avenir, et c'est un métier extrêmement passionnant, et on peut vraiment faire ce qu'on veut et s'exprimer comme on veut. Autre métier passionnant, celui de médecin, bien évidemment. Blandine, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ces études de médecine? Beaucoup de détermination. Ouais, ça revient souvent, ça, quand même. Il faut s'accrocher, tu sais. Il faut s'accrocher, surtout la première année. Tu sais. Il faut s'accrocher, il faut garder en tête pourquoi on le fait. Et ça, c'est dur parfois. C'est dur pendant les études, c'est dur en stage. C'est dur parce que c'est des études qui sont très longues et on voit pas toujours le bout. Mais il faut garder en tête la raison pour laquelle on le fait. Et c'est pour soigner, c'est pour être auprès des patients. Et toujours le garder en tête, c'est un peu la seule solution. C'est le danger peut-être de parfois perdre le big picture, comme on dit, de perdre de vue sa passion peut-être, et d'être dans la tempête du quotidien et de perdre au final le goût pour lequel on a voulu faire ce métier. Bien sûr, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment beaucoup chez nous dans les filières hospitalières, où on se retrouve avec quotidiennement des services qui sont saturés, où on n'a pas le temps de prendre en charge nos patients et nos patientes comme il le faudrait, et on se retrouve du coup avec un dégoût de ces corps de métier-là, et plusieurs personnes qui ne vont pas jusqu'au bout, ou des personnes qui ne restent pas à l'hôpital longtemps, car c'est justement de la mise en danger quotidienne et trop lourd mentalement à gérer. Vous arrivez encore à rester positif? Vous attendez quoi aujourd'hui du gouvernement? Des augmentations concrètes, de la reconnaissance, j'imagine. De la reconnaissance, oui, tout à fait, notamment du statut médical de la profession de sage-femme, qui est une profession médicale, mais à l'hôpital, elle n'est pas forcément reconnue comme telle à l'heure actuelle. On se retrouve avec un espèce de statut intermédiaire qui nous bloque au niveau de l'évolution dans les filières hospitalières et qui ne donne pas du tout envie de rester à l'hôpital. Donc oui, reconnaître ce statut et permettre aux sages-femmes, qui d'ailleurs prochainement vont avoir 6 ans d'études, d'être pleinement reconnues dans le terme médical qu'elles sont. Pour les médecins? Pour les médecins, nous, on attend des mesures fortes pour préserver la santé des étudiants, qu'elle soit mentale ou physique, parce qu'elle est aussi... Ça va de pair, hein, ça va de pair. Ouais. Et on attend qu'en fait, les études de médecine ne soient plus un sacrifice long de 10 ans, qu'elles soient épanouissantes, qu'elles permettent des opportunités, qu'elles permettent la construction d'un projet professionnel qui soit propre à l'étudiant, qu'elles lui permettent de survivre, parce qu'aujourd'hui, le salaire d'un étudiant en médecine à l'hôpital ne lui permet pas de survivre. Donc on attend surtout de la protection et du soutien des étudiants. Le risque, c'est pas que certains de vos collègues, une fois qu'ils sont formés, partent à l'étranger? Vous en parlez ça des fois, ou pour ceux qui continuent leurs études? On en parle. C'est un peu tabou. Si en fait il y a des étudiants qui partent aujourd'hui, c'est à cause de cette situation qu'on voit donc en France, avec aussi la... C'est pas pour les accabler, mais je me dis que bon, t'es assez concret. Tu dis bon bah écoute, je sais pas, moi sur un coup de fil, moi je sais pas moi du Québec. T'attends par mois pour faire le même métier, avec peut-être même moins d'heures et dans des meilleures conditions, et du coup tu vas pouvoir faire pour ce quoi tu as été formé, pour ce quoi tu as fait. J'imagine que tu dis bon bah banco, c'était peut-être pas prévu, mais je vais à Montréal.
Ça se comprend tout à fait. Et puis on a aussi là en France la menace de la coercition qui pèse sur les étudiants en médecine notamment, et pas que, qui commencent donc à envisager de plus en plus d'aller pratiquer ailleurs pour garder en fait aussi leur liberté d'installation, ce qui se comprend après le prix cher qu'ils ont payé pendant leurs 10 ans d'études. On risque encore de perdre les meilleurs. Comme d'habitude, merci beaucoup. Merci à vous, Blandine Fauvarc. Merci à Suzanne Nijdam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À Nicolas Savic, qui était avec nous via Skype. Un grand merci à Adrien Fontenot, comme d'habitude, qui était parfait. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.